Bonjour à tous, je suis médecin, neuroradiologue, chercheur, et on m'a demandé donc de modérer cette session sur la notion de recherche en France en 2020. Alors, avec Félix Ocon, on avait préparé une petite introduction, donc je la commence pour lui. Jacques Monod, Pierre-Gilles de Gennes, Georges Charpak, Françoise Barré-Sinoussi, Luc Montagnier, Cédric Villani. De nombreux prix Nobel, il y en a d'autres, médaille Fields, montrent la notion d'excellence dans la recherche. L'excellence, c'est un levier. La notion de création de sens, parfois de travail sur le chemin et pas uniquement sur le résultat, c'est ce qui motive dans la recherche. Ça implique également un rayonnement au-delà de la France et une notion de priorité politique. C'était d'ailleurs l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron de sanctuariser le budget de la recherche. Pourquoi est-ce qu'une recherche forte est-elle importante? Outre pour l'importance du rayonnement, pour les conséquences qu'une recherche importante peut avoir sur l'emploi, sur l'innovation et sur l'économie, sur ce que l'on va développer qui deviendront des emplois de demain. Ça implique également des notions d'éthique, surtout dans la recherche et le domaine médical, et ça implique toute une notion de formation et d'éducation. Oui, mais il y a actuellement un constat de déclin qui est annoncé de la recherche en France. Et l'alerte a été lancée, notamment par les 4 conférences universitaires de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, avec une notion d'évolution par rapport aux autres pays émergents, comme la Chine, qui met énormément de moyens pour avoir une recherche forte, et aux autres pays forts de la recherche. Évolution par rapport donc au contexte international et par rapport au contexte d'innovation de rupture dans lequel nous sommes, avec l'intelligence artificielle, mais avec également d'autres innovations qui sont impactantes et qui ne sont plus donc dans le domaine de la surprudence dont on parlait tout à l'heure, mais dans le domaine de la prise de risque qui nécessite des investissements pour pouvoir non seulement rattraper les wagons, mais également être leader dans ces domaines. Il y a des points qui ont été notés, qui peuvent être des points négatifs, mais qui peuvent également être vus comme des leviers que l'on peut utiliser pour amener ou ramener une recherche forte, make a research great again, si vous me permettez ce petit clin d'œil. La complexité de l'organisation de la recherche en France, le déficit et la complexité de financement public et privé, le défaut d'attractivité, quand on regarde les projections sur l'avenir, la compétition internationale et la notion d'importance du décloisonnement et de transversalité pour du travail en équipe de façon plus large. Alors face à ces constats, nécessite donc une réflexion sur les leviers et l'importance de l'annonce de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Nous avons, pour répondre à ces différents points, des invités de marque. Je vais commencer par mon voisin de gauche, Jean Sibilia, président de la conférence des doyens des facultés de médecine, PUPH de rhumatologie à Strasbourg. Gilles Bloch, polytechnicien, médecin-chercheur, spécialiste d'imagerie médicale. Vous étiez président de l'université Paris-Saclay jusqu'en 2018 et président de l'INSERM depuis 2019. Isabelle Richard, vous êtes PUPH en médecine physique et réadaptation à la faculté d'Angers, ancienne doyen de faculté, et vous êtes conseillère en charge des questions de santé et de formation au cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal. Alors je vous propose de commencer par un grand entretien en vous écoutant sur cette thématique de la recherche. Et j'aurais tendance à dire « Yes, we can ». Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Je ne savais pas par quoi vous alliez commencer votre introduction, bien évidemment, et je trouve que c'est vraiment un clin d'œil. Vous l'avez commencé par une liste non exhaustive, effectivement, de prix Nobel et de médailles Fields français. Et moi, le premier élément que j'avais sur mes petites notes, là, c'est la France, un grand pays de recherche. Et
je crois que dans des discours qui sont parfois aussi de façon excessive négative sur le décrochage, les difficultés, etc. À un moment, peut-être en introduction, j'aurais envie qu'on redise ça. La France est un grand pays de recherche qui produit de la recherche et qui reste, même si à certains endroits il peut y avoir des inquiétudes, qui reste un pays dans lequel l'idée que la première chose qu'on fait quand on a un problème, c'est qu'on réfléchit et que c'est à partir des outils de la raison qu'on va trouver une solution au problème est quand même l'idée largement majoritaire. Alors, parfois, effectivement, il y a des failles dans cette idée. On entend sur les vaccins, par exemple, n'importe quoi. Mais enfin, néanmoins, l'idée que la recherche, la science, l'utilisation de connaissances et de faits soit le principal outil au service de politiques publiques et pour changer le monde, reste une idée qui me semble largement répandue. Et je pense qu'à un moment, il faut le redire, d'abord parce que c'est pas comme ça partout sur la planète, et d'autre part parce que c'est probablement, au fond, quelque chose qu'il faut absolument s'accrocher à préserver. Si on règle la focale un peu plus court et qu'on se demande quelles sont nos forces dans le domaine de la recherche en santé, et pas seulement parce que j'ai mes deux grands voisins là à ma droite, on en a quand même là aussi deux forces qui sont majeures, nos CHU. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer, peut-être qu'il y a des choses à changer, peut-être que le modèle de 58 a besoin de certains ajustements, mais globalement, il s'agit quand même d'outils qui sont fantastiquement efficaces. Et on aurait pu, en parallèle de votre liste de prix Nobel, lister les... Combien il y en a de premières mondiales faites dans les CHU français en annexe du rapport des 4 conférences, 158, ou quelque chose comme ça. Enfin, globalement, les CHU français, depuis 58, ont produit de l'innovation dans le domaine de la santé de façon majeure. Et d'autre part, on a là aussi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un grand institut impliqué dans la recherche médicale et à même de décliner des politiques publiques nationales en matière de recherche médicale qui sont l'INSERM. Et l'association des CHU et de l'INSERM, c'est quand même une force de frappe pour le pays en termes de recherche médicale qui est considérable. Et puis, on a un atout supplémentaire qui n'a peut-être pas toujours été un atout et qui est en train de le devenir, qui est qu'on est un grand pays centralisé avec un système unique d'assurance maladie. Et ça, quand une des principales questions et un des principaux drivers de l'innovation devient qu'est-ce qu'on fait avec les données, d'être un grand pays centralisé qui a un système unique d'assurance maladie, c'est un trésor. Et il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, il n'y en a pas beaucoup d'autres en Europe, il n'y en a pas beaucoup d'autres dans le monde. Donc ça, c'est vraiment 3 forces sur lesquelles on peut quand même voir l'avenir de façon relativement optimiste. Alors après, c'est pas pour dire que tout va bien et qu'il ne faille pas une loi de programmation pluriannuelle de la recherche, par exemple. Et il y a, mes voisins vont sans doute le redire, mais il y a effectivement un certain nombre d'indicateurs auxquels il faut être vigilant. Il y a des indicateurs, par exemple, sur ce que le pays consacre de son PIB à la recherche. De l'ordre de 2,2%, c'est 2,8% pour les USA, c'est plus de 3% pour l'Allemagne, c'est plus de 4% pour la Corée et Israël. Bon, personne ne peut dire que ce n'est pas une question et que ce n'est pas un sujet, et il faut effectivement que ce pays se mette dans une situation de rejoindre un objectif qui est un de ses objectifs depuis longtemps et qu'il n'a pas atteint, qui est d'être à au moins 3% du PIB de dépenses de recherche. On a effectivement un nombre de publications, et en particulier de publications majeures, qui fléchit, avec quand même des indicateurs qui sont à manier avec précaution, dans la mesure où la croissance de la place de la Chine dans le monde de la recherche écrase en partie tous les autres chiffres. Effectivement, quand un pays passe de 0 à 20% de la recherche mondiale, ben forcément, sur le 100% total, il faut bien que tous les autres y aient perdu un peu, et la France aussi. Après, peut-être que pour l'humanité en général, que 1 milliard d'individus construisent aussi des universités, accèdent à la connaissance et à la recherche, ça peut peut-être rester néanmoins une bonne nouvelle, même si elle nous met en situation de concurrence.
on est aussi un grand pays qui a une tradition, depuis la plantation de grands chênes par Colbert pour fabriquer les mâts de la marine, d'une situation où l'État se saisit et mène des politiques publiques, se saisit des questions de l'avenir et de l'innovation. Et on a parlé un certain nombre de fois, enfin pour ce que j'ai entendu de la fin de matinée, là, d'intelligence artificielle, on pourrait sans doute aussi parler de génomique. C'est des domaines dans lesquels la France a l'architecture politique pour lancer des grands plans, pour les faire décliner, pour avoir une volonté politique et une stratégie. Et là aussi, c'est une force. Alors après, il reste effectivement des choses à améliorer, et c'est la trame à la fois des rapports qui ont été remis récemment au Premier ministre dans le cadre de la préparation de la loi de programmation de la recherche, des objectifs de volume global de dépenses de recherche, des objectifs d'augmentation des volumes financiers consacrés à de la recherche sur projet. Les taux de succès à l'ANR étaient tombés au plus bas du plus bas à 7%. Ça veut dire que ça devient totalement décourageant de déposer des dossiers et que même d'excellents résultats, même d'excellents projets ne vont pas trouver de financement. Donc il faut effectivement remonter le financement de l'ANR à quelque chose qui soit raisonnable. Et pour la recherche en santé, il faut résoudre la question du fractionnement des modes d'appel à projet, et non seulement de leur fractionnement, mais de leur bipolarité, avec d'une part une enveloppe principalement à l'ANR pour de la recherche très fondamentale et d'amont, d'autre part une enveloppe principalement au ministère de la Santé pour de la recherche très clinique, et entre les deux, une forme de difficulté à financer de la recherche translationnelle, alors qu'on sait tous que c'est un enjeu important. Ça a été en partie comblé par certains outils du PIA, notamment les projets RHU, mais il est clair que c'est un enjeu important que de maintenir une poche de financement de la recherche translationnelle. Pour finir, et un petit peu en perspective de ce que sera notre recherche dans 30 ou 40 ans, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens assis dans la salle qui seront en charge de la recherche dans 30 ou 40 ans, et que les gens qui la feront seront nos étudiants ou nos futurs étudiants. Et donc, il y a nécessairement une question à se poser qui est de savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on forme les professionnels de santé et comment est-ce que parmi eux, un certain nombre seront en mesure de conduire des activités de recherche et d'innovation. Et là, je veux simplement raconter une petite histoire qui n'est pas spécifiquement française parce qu'elle existe aussi en anglais. Qui est, vous avez 2 étudiants devant vous et vous leur donnez alors au choix un gros pavé si vous êtes encore de la civilisation papier ou un fichier de plusieurs mégas qui comprend une liste et vous leur demandez de la prendre. Et vos 2 étudiants, il y en a un qui est un étudiant inscrit en sciences et l'autre qui est un étudiant inscrit en médecine. Donc l'étudiant inscrit en sciences, il vous regarde et il vous demande pourquoi. Et l'étudiant inscrit en médecine, il vous demande si vous n'avez pas 2 copies du fichier parce qu'il voudrait être sûr de ne pas le perdre et il vous demande pour quand. Et il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça. Donc il faut, et c'est le sens, et je ne vais pas le développer, mais je pourrais répondre à des questions de l'ensemble des changements qu'on essaye de conduire sur les études médicales en particulier, mais aussi les études de santé en général. C'est des études qui aujourd'hui sont extrêmement contraintes et restent extrêmement marquées par un apprentissage par cœur de connaissances, qui font peu de place à la créativité, peu de place aux échanges internationaux, peu de place à la formation à l'entrepreneuriat, peu de place à la personnalisation du parcours. Et ça, c'est sans doute un danger intrinsèque pour l'innovation et la recherche à venir. Et donc, si on veut mettre le pays dans une situation favorable, il faut non seulement régler rapidement les questions de financement de la recherche et de son organisation, mais il faut aussi régler à moyen terme la façon dont on forme les têtes des futurs professionnels de santé pour qu'ils soient appétents à de l'innovation et de la recherche. Oui. Bon, le principe, c'est de demander à nos 2 autres invités de réagir face à votre entretien, mais qui a été exactement ce que nous souhaitions, c'est-à-dire centré sur la recherche, parce qu'on avait déjà dans nos travaux, et notamment nos séminaires board, certains d'entre vous les suivent, de l'Université du Change Management en médecine, nous avons beaucoup, grâce d'ailleurs à Jean Sibilia, beaucoup abordé les questions de formation, mais enfin, nous ne pourrons pas quand même ne pas dire un mot de ces grandes réformes, grandes, en tout cas, je ne sais pas si elles sont grandes en qualité, mais enfin elles sont grandes en dimension, les grandes réformes que vous portez. Alors peut-être M. Bloch et puis Jean Sibilia.
Bon, donc l'introduction d'Isabelle Richard me va parfaitement. C'est-à-dire que tu décris une situation où la France a une recherche biomédicale bien assise sur ces 3 piliers qui sont un système hospitalier. Bon, j'ai entendu en arrivant qu'il y avait quand même des questions de tension sur ce système public, mais qui tient le coup. Un système de recherche qui est assez solide, avec un niveau de publication qui est quand même, malgré l'émergence de la Chine, je pense que la France, jusqu'à présent, a tenu son rang. Et puis, effectivement, un système assurantiel qui est assez exceptionnel dans le paysage. Et je dirais que ce trépied nous positionne dans une situation où il faut rester optimiste, même si on ne peut pas dire que tout va bien. Je pense qu'on perçoit tous des risques, et le but de la table ronde, c'est comment consolider, relancer une machine recherche-formation qui nous permette justement de tenir la concurrence internationale. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans la complainte des moyens, parce que je pense qu'on attend vraiment de la loi qui va venir des aspects très, très, très concrets, aussi bien sur les aspects salariaux pour les chercheurs, que sur les moyens donnés aux laboratoires, que sur l'ANR, tu as évoqué tout ça. Moi, je crois qu'il y a 2 sujets sur lesquels on peut échanger. Le premier, c'est qu'on a effectivement des laboratoires qui fonctionnent bien, des CHU qui remplissent leur mission. Il y a un gros sujet de comment on continue à améliorer l'interface entre ces 2 mondes. Moi, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai été pas mal interpellé depuis 9 mois que je suis arrivé à l'INSERM. Je pense que cette interface pourrait fonctionner mieux. Je vois des leviers essentiellement sur la mobilité des personnes. Ça coûtera un peu d'argent parce que le système hospitalier est en sous-tension. Il faudra qu'on mette un peu d'argent pour dégager du temps chercheur. Et puis, l'autre aspect sur lequel j'aimerais qu'on échange, c'est les priorités politiques qu'on peut afficher. C'est vrai que la LPPR, telle qu'elle se dessine à travers les rapports des groupes de travail, estompe quasiment toute spécificité disciplinaire ou thématique, et je pense que c'est l'exercice à ce stade-là. Quand on va arriver sur sa traduction concrète, il va quand même falloir dire qu'on fait émerger dans la recherche, dans l'innovation, dans le domaine de la santé, un certain nombre de priorités. Et moi, pour l'INSERM, si je suis ultra schématique, il y a 3 enjeux qui me paraissent essentiels et je voudrais qu'on les partage. Le premier enjeu, c'est, je l'ai déjà dit, l'interface avec le monde hospitalier, comment on continue à le consolider, et ça nécessite un investissement. Le deuxième enjeu, c'est la révolution des données. Quand on se promène à l'étranger, les collègues américains, les collègues israéliens, ils ne parlent que de ça, quoi. C'est comment, en France, on va faire que les entrepôts de données des hôpitaux, que les bases de données qu'on constitue à l'INSERM, tout ça, ça soit un trésor partagé qui permette à la communauté nationale vraiment de travailler beaucoup mieux. Et puis le troisième sujet, c'est essayer de sortir... Est-ce que ça sera la LPPR? Est-ce que ça sera une amélioration de la tuyauterie budgétaire de l'État? Mais arriver à mettre en phase une volonté politique de s'attaquer à certains domaines particuliers dans la santé et arriver à faire arriver un peu d'argent pour faire levier. Moi, mon expérience récente, et quand je regarde les toutes dernières années avant que j'arrive à l'INSERM, c'est qu'on a vraiment une difficulté. On affirme des volontés sur les maladies neurodégénératives, on affirme des volontés, puis on ne voit pas arriver l'argent. Moi, je suis arrivé à l'INSERM avec 2 priorités thématiques. C'est renforcer vraiment notre recherche dans le domaine
de la santé publique, et en particulier tout ce qui est recherche en prévention, tout ce qui est recherche sur les services de santé, où si on veut avoir, ça a été dit, un vrai appui aux politiques publiques, il faut qu'on monte en gamme là-dessus, et j'aimerais qu'on puisse le faire à l'occasion de la LPPR. L'autre aspect, c'est un domaine, je pense, qui est un petit peu particulier en France et sur lequel on est vraiment montré du doigt à l'international, c'est le domaine des maladies mentales, où vraiment, si la LPPR, si le dialogue interministériel pouvait servir à ce qu'on ait là-dessus une vraie priorité recherche qui serve de levier à faire évoluer le système de soins, ce serait formidable. Voilà, je ne peux pas être plus long à ce stade. Monsieur Sibilia, quel est votre retour? Merci Myriam, et merci Isabelle pour ce propos introductif. Et puis merci Pascal d'avoir mis la recherche en thème du jour, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'organisation, de soins, d'urgence, de formation, et la recherche était un peu un oublié du débat ces derniers mois, on peut le regretter, alors qu'elle a l'importance que Myriam a rappelé. Alors, une toute petite chose, Myriam, comme ça j'aurais dit, la liste des prix Nobel n'était pas exhaustive, mais il manquait Jules Hoffmann, qui est strasbourgeois et qui est un prix Nobel de médecine encore en activité. Voilà, donc c'était juste le petit clin d'œil strasbourgeois, mais sinon effectivement tout le propos préliminaire est tout à fait juste. Je voulais juste compléter ce qu'a dit Isabelle. D'abord, comme Gilles l'a dit, on est totalement face, on n'a pas préparé notre intervention, parce que je crois que ce n'était pas nécessaire, il ne faut pas le faire, mais je crois qu'on est tout à fait en phase, et je partage totalement ton introduction. Je voulais peut-être rajouter, vous n'êtes peut-être pas des spécialistes de la recherche dans la salle, mais avoir bien conscience que la sémantique et le discours autour de la recherche, il doit être clarifié, simplifié. On parle beaucoup de recherche aujourd'hui, c'est 4 domaines. La recherche fondamentale, la translationnelle, la clinique, en santé publique. À mon sens, j'ai envie de le dire, mais il n'y a pas 4 recherches. Il y a une seule recherche en santé, et cette recherche, elle doit être de qualité, et elle doit être utile, tous les sens du terme. Utile ne veut pas dire utile pratique, hein, utile pour la connaissance. Hein. Et ça mène à une réflexion dans les discussions que j'ai justement avec Jules Hoffmann, il a toujours insisté en disant « N'oublie pas de rappeler ça, une recherche est avant tout d'abord ouverte et aléatoire ». En fait, hein, c'est l'histoire de la recherche médicale. En fait, hein. Les plus grandes découvertes se font quand il y a une part d'ouverture d'esprit, de créativité et d'aléatoire. Et ça rejoint exactement ce que dit Isabelle, parce que pour créer à nouveau un corps de médecins-chercheurs, enfin médecins au sens large, professionnels de santé-chercheurs, je pense que c'est plus juste, il faut qu'on arrive à redonner dans la formation, et c'est un point très important, ce côté créativité. Moi, je préférais que les étudiants me demandent voilà, pourquoi, comment ça marche. C'est une réflexion dite physiopathologique, en fait. Pour apprendre, il faut comprendre. Et la recherche, elle mène à ça. Donc je pense que c'est un point d'intérêt. Deuxième élément que je voulais évoquer avec vous, pour rejoindre un peu ce qu'ont dit Gilles et Isabelle, vous faire un exercice de style de classe inversée. Parce que vous savez ce que c'est une classe inversée. Voilà, donc on peut faire l'exercice, parce qu'on pourrait, comme toujours, être dans le discours décliniste et populiste. Isabelle, tu as tout de suite coupé la tête. Voilà, si on peut, c'est un petit clin d'œil à la française, couper la tête à cette approche-là que je ne soutiens pas du tout, parce qu'il n'y a aucune raison d'être décliniste, d'abord parce que ce n'est pas une bonne méthode et que ça n'est pas la réalité. Donc plutôt que d'afficher les choses, les difficultés qu'on connaît, qu'on a retracées, Myriam les a rappelées, et ce n'est pas la peine de les reprendre, hein, mais qui sont effectivement la compétition internationale, le défaut d'attractivité, la complexité, le défaut de coopération. Tout ça, on l'a dit, ça a été redit, tout le monde le dit. Mais plutôt se concentrer dans un système de classe inversée pour essayer de faire l'équation, ou enfin l'équation algorithmique qui peut nous donner la solution. Et moi, j'ai identifié des trucs très très simples, hein, et en fait, il y a 6 paramètres dans l'équation, et qui sont évidents, mais qu'il faut qu'on arrive à combiner pour trouver des solutions. Parce que l'objectif n'est pas d'être populiste et de bâcher, mais le truc est de dire, voilà l'état des lieux, des choses qui vont bien, des choses qui vont mal, proposons, arrêtons de dire que ça ne va pas sans proposer. Donc dans l'équation, moi j'avais 6 choses très simples. Pour la recherche, d'abord, il faut des hommes qui ont des idées. Ça, c'est fondamental. Et on rejoint évidemment dans l'historique des hommes et des idées, la problématique de la formation. Si on n'a pas aujourd'hui la capacité à former hommes, pour moi, homme, c'est toujours avec grand H, hein, donc Pascal le rappelle, hein, donc la parité absolue dans le homme avec grand H. Mais si on n'a pas la capacité de former nos jeunes chercheurs, médecins, professionnels de santé dans cet esprit-là, on n'y arrivera pas.
je vous dis qu'il y a de très belles initiatives en cours. On a aujourd'hui mis en place dans pas mal d'universités, sous la houlette de l'INSERM et aussi des universités, des doubles cursus MD, PhD, mais pas que, dans d'autres domaines aussi. C'est pas que des doubles cursus sciences, c'est aussi des doubles cursus sciences humaines et sociales, ce qui sont aussi très très intéressants. Donc ça se fait, mais ça se prépare. Donc il y a un vrai travail de préparation pour qu'on ait cette capacité à générer des idées. Donc le premier point, c'est les hommes. Enfin, il faut des hommes qui aient des idées. Je répète, Pascal, des hommes et des femmes qui aient des idées de recherche. Le deuxième point, et ça a été dit, et c'est fondamental, si on voyage un peu, le deuxième point de l'équation, c'est qu'il faut des données. Et on a la chance en France d'avoir la capacité de produire des données grâce à l'assurance maladie, des systèmes nationaux qui ne régleront pas tout, parce que c'est une partie des données. Ça sert, et c'est sous-exploité, on peut l'exploiter mieux, très certainement, notamment pour ton objectif 1, Gilles, qui est la problématique de santé publique. C'est évident, le SNIRAM et les bases de données bien exploitées, c'est une mine d'or, mais ça ne suffira pas. Il ne faut pas qu'on loupe, on est en train de le louper, le virage des données des data centers et du biobanking. Alors on en parle depuis 15 ans. Honnêtement, quand on regarde le passage à l'acte des producteurs de données, et on a une chance inouïe, Isabelle l'a dit, on a un système centralisé qui est un gros défaut, mais qui est un grand avantage. Aujourd'hui, on sait exactement où passent les patients, à l'hôpital ou en ambulatoire, dans les structures de soins. Si on arrive à organiser aujourd'hui notre système de collecte des données cliniques, données biologiques, données d'imagerie, de façon huilée, on est les rois du monde. Personne n'a ça aujourd'hui, et personne n'aura ça avant bien longtemps, et les Chinois en particulier, certainement pas. Évidemment. Troisième élément d'équation, pour faire bref, c'est très important, c'est les données d'analyse, c'est-à-dire les plateformes, les infrastructures. Et là, je suis tout à fait en phase avec ce qu'a dit Gilles. Il faut bien réfléchir à l'organisation. Pour moi, la maille, c'est l'unité de recherche, l'UMR, pour prendre un exemple, unité mixte de recherche. Il faut une maille où il y a des hommes qui posent le problème et qui travaillent l'idée. Mais derrière, il faut des plateformes. Et on ne peut plus travailler. Quand j'ai commencé à faire des recherches, on fait de l'ELISA, du blot, on pouvait faire ça sur un bout de paillasse, sans rien. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc pour produire des données, facteur 2, avec le facteur 3 qui sont les plateformes, il faut être capable d'avoir des plateformes partagées. On a parlé des plateformes génomiques 2025, je pense que c'est un plan à relancer, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on est dans du multi-omique, pas le temps de détailler le concept, mais de produire des données, des mégadonnées de tout ordre pour produire quelque part un modèle aléatoire que la science de Claude Bernard ne peut pas produire. Je fais juste une petite parenthèse, c'est très intéressant. Aujourd'hui, je peux vous faire le pari, je suis immunologiste, le pari que toute hypothèse que je fais, je peux vous la démontrer avec les outils que j'ai, même si elle est fausse. Et d'ailleurs, ça rejoint une des problématiques de la valeur scientifique des résultats des publications, même dans des très grands journaux. Aujourd'hui, vous savez que on va donner une fourchette, 30 à 70% des résultats publiés sont considérés comme faux. Je ne pense pas que ce soit par malhonnêteté, mais c'est que la stratégie utilisée pour présenter le résultat est tellement aujourd'hui énorme que vous pouvez démontrer ce que vous avez dans la tête. Donc Claude Bernard a eu raison, mais aujourd'hui la médecine expérimentale, j'ai une idée, j'ai une hypothèse, j'ai une méthodologie, je regarde les résultats. Oui, il faut continuer, mais on a besoin d'une recherche aléatoire sur des mégadonnées par des approches, je le répète, de collecte organisée avec une qualité phénotypique de la donnée qui est fondamentale. Les Chinois, c'est bien, mais si vous n'avez pas l'élément de base qui vous produit la donnée, l'expert qui vous dit cette maladie, c'est un Alzheimer, mais celle-là, c'est une démence frontale d'origine vasculaire, tout ce que vous allez faire derrière est faux et inutilisable. Donc notre force dans notre pays, c'est d'être capable de produire de la donnée phénotypique de base avec des experts de qualité que nous avons, et j'espère mettre en place des plateformes d'analyse et de collecte de ces données. Quatrième facteur, et on va aller plus vite parce que c'est plus simple, on l'a dit, et on n'en débattra pas aujourd'hui parce que c'est peut-être pas le sujet, mais c'est du temps et de l'argent. Et pas que de l'argent, c'est du temps. Les chercheurs demandent du temps. Les chercheurs, ils ont besoin de temps long. Un chercheur ne peut pas vivre, je crois, dans du temps court, sur des délais de 6 mois. Il a besoin de réfléchir, il a besoin d'embarquer ses équipes, il a besoin de collaborer, trouver des collaborations, trouver des outils. Donc il faut du temps long et de l'argent. Et là, évidemment, il faut de l'argent. Moi, j'appelle ça des grandes libératoires. C'est pas possible de travailler, on le dit, enfin, je crois que Gilles et moi le savons, on nous harcèle avec ça, des petits grants de 30, 40, 50 000 euros, dans le contexte de la recherche actuelle, c'est pas libératoire. Ça ne fait que vous enfermer dans une recherche perpétuelle d'argent. Donc il faut des ERC, enfin, le grand libératoire, c'est le ERC. En gros, c'est ça qui vous donne une marge de manœuvre sur 1, 2 ou 3 ans pour avoir non seulement l'argent, mais le temps de mener votre recherche, parce que je crois que c'est pas possible autrement.
c'est les budgets, les crédits européens. Ouais. C'est l'argent, la dotation est telle qu'elle permet d'être un peu libérée sur quelques temps. Donc du temps et de l'argent, facteur important. Et évidemment, l'argent, on l'a dit, on n'abordera pas cette question en détail, mais on est là pour ça. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Parce qu'il y a une loi de programmation pour le financement de la recherche et qu'on aura besoin, parce qu'elle n'est pas thématisée, Gilles l'a dit, à un moment donné, porter le fer pour dire qu'on a besoin d'une identification et d'une tuyauterie, comme tu l'as dit, financière, de telle sorte qu'on peut mener à bien nos objectifs. Et on a demandé qu'il y ait des engagements. Alors, on a fait des propositions. Est-ce qu'il faut un Ondam sanctuarisé innovation-recherche? Pourquoi pas? On pourrait l'imaginer. Parce que finalement, qui est-ce que la recherche médicale intéresse qui avant tout? Évidemment, le citoyen et le patient, mais aussi l'assurance maladie. On pourrait imaginer quelque chose. Vous connaissez mieux que moi les chiffres de l'État, le budget de l'assurance maladie par rapport au budget de l'État, c'est gigantesque. On pourrait imaginer un Ondam recherche-innovation sanctuarisé et qui permettrait de sanctuariser des structures de recherche. Je pense notamment à des choses qui sont quand même pas sans intérêt, loin de là, mais IHU, FHU, RHU, etc. sont quand même des dispositifs qui permettent aujourd'hui de donner une visibilité, de produire. C'est pas parfait, c'est pas abouti, c'est insuffisant pour être structurant, mais ne nous arrêtez pas au milieu du gué. Le PIA nous a donné des moyens. Essayons de conclure. Il faut finir le match, quoi. Il faut finir le match. Je pense que c'est très important. Pour conclure, nous avons besoin aussi, c'est évident, d'une capacité à collaborer. Aujourd'hui, elle est insuffisante. Ça a été dit, entre les EPST et les établissements, et au-delà, entre l'ensemble des partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, on a une insuffisance de la collaboration nationale et internationale, même si, quand on regarde les indicateurs, les copublications françaises sont d'un excellent niveau. On copublie avec des grands pays mieux que certains. Mais on peut encore améliorer les choses, et la formation, on a porté les messages, notamment la formation de nos étudiants à l'international dans ces échanges-là, sont absolument fondamentaux, mais il faut les aider, il faut les financer, il faut les favoriser. Et le tout dernier point, le 6e point de l'équation de la classe inversée, parce que je vous donne des éléments, après vous me faites le résultat, mais le dernier élément, c'est avoir une vision nationale et une politique nationale qui soit cohérente. Gilles l'a dit, aujourd'hui, il y a trop d'acteurs qui ne savent pas exactement ce qu'ils ont à faire. Moi, alors, j'aurais pu faire aussi un petit joke, I have a dream. J'ai un rêve à faire. Si j'ai un rêve, ça serait que j'aimerais qu'on puisse dire qui fait quoi dans notre dispositif. Tous les acteurs existent, il n'y en a pas trop, mais il faut qu'ils sachent ce qu'ils font. Mon idée, ce serait que Avisan et les EPST aient vraiment un rôle, et c'est la mission noble des EPST, et on a de la chance d'avoir l'INSERM et des grands EPST en France qui sont marquants et reconnus dans le monde entier, mais qu'on leur donne les moyens de proposer, de piloter une stratégie nationale de recherche et des grands plans. Donc une gouvernance de tête qui donne des orientations et qui les suit, et laisser le terrain, parce que moi je plaide pour ça aussi. Je pense que Gilles, qui a été président d'université, comprend ça. Aujourd'hui, la vérité, elle est dans le territoire, dans la maille territoriale au sein des universités. Le compétiteur dans la recherche aujourd'hui, c'est les universités dans le monde entier. Donc il faut favoriser ces écosystèmes territoriaux qui est une alliance entre les universités, les collectivités territoriales et le système de soins, les établissements de santé. Il faut qu'on favorise cet écosystème-là. Tout le monde le dit et les réussites qu'on peut voir dans le monde entier en France l'attestent. Et puis en dernier lieu, le dernier niveau d'organisation, c'est le niveau local. Moi je plaide beaucoup, mais ça c'est peut-être quelque chose de particulier. Même dans une université, on ne peut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut aller vers le pluridisciplinaire, c'est évident pour des tas de raisons, mais il faut bien à un moment donné qu'il y ait une organisation, qui ait un pilote de l'avion ou un chef d'orchestre. Voilà, le plus grand orchestre symphonique, s'il n'y a pas un chef d'orchestre, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des écosystèmes santé. Moi, je plaide, comme en Amérique du Nord, au Canada ou dans les grandes universités, qu'il y ait un écosystème santé avec une gouvernance santé pluripartenariale, évidemment, qui applique une politique nationale avec des moyens dégagés nationalement et localement, mais il faut qu'il y ait une organisation locale. Aujourd'hui, finalement, je vais vous la faire brève, c'est qui organise la recherche en santé? Est-ce que c'est le directeur du CHU? Est-ce que c'est le président d'université? Est-ce que c'est le doyen? Est-ce que c'est le VP Recherche? Est-ce que c'est le VP Santé de l'université? Ou est-ce que c'est le président du CRBSP? Je fais exprès, je fais un joke. Ça fait 6 personnes qui touchent à l'organisation de la recherche en santé. Il faut simplifier le truc, il faut donner un sens à l'organisation pour qu'elle soit fluide. Voilà, les 6 points de l'équation, reste maintenant à la résoudre. C'est de la médecine algorithmique, on verra si on réussira dans les prochaines années.
Oui, alors moi j'ai plusieurs points, vos différents... je vais reprendre notamment vos 6 points, pas tous, mais on n'a pas entendu parler de votre version de la recherche privée et de l'entrelacement potentiel recherche publique et recherche privée. Effectivement, les données, c'est un point extrêmement important quand on va faire de l'intelligence artificielle, mais pas uniquement, de la prévention, de la santé publique. On a besoin de données fortes. Il y a des acteurs qui, avant, ne faisaient pas partie de ces recherches-là, qui sont des acteurs privés complètement. Je pense par exemple à ceux qui proposent de faire un test génétique par personne en leur donnant, vous l'avez vu, donc vous pouvez, pour la modique somme de 50 € à peu près, vous avoir un séquençage de génome pour retrouver vos origines, si vous ne les connaissez pas, pour avoir des informations sur vous, etc. Et c'est intéressant parce que ça marche. Il y a plus de 23 millions de personnes dans le monde qui l'ont déjà fait et qui ont donc donné volontairement leurs données génétiques à des groupes privés qui vont pouvoir faire des recherches là-dessus. Alors, ça pose une question éthique, mais ça pose aussi la question du positionnement de la recherche privée. Il n'y a pas que la recherche publique, il y a aussi la recherche privée. Ça peut être aussi un levier extrêmement pertinent pour tous les jeunes en formation qui, quand ils sortent, doctorants, post-doctorants, ne trouvent pas forcément de place à long terme au sein de la recherche publique, et tout le monde ne va pas pouvoir monter dans les échelons de la recherche publique. Donc que fait-on de ces étudiants quel va être leur parcours après, et est-ce que l'ouverture vers le privé ne peut pas, par hasard, être un levier plus qu'une crainte sur ce point? Et vous seriez d'accord, on prend quelques questions de la salle, on les a un peu frustrés ce matin. Si vous avez, voilà, on était sûr. Alors, ici devant, 3, 4. Bon, on prend 4 questions et puis vous répondez à tout et on en a pour un peu moins de 20 minutes. Oui, bonjour. Puisqu'il faut s'annoncer, moi je suis chirurgien orthopédiste. Alors la France est un pays très innovant, et notamment en chirurgie. Les grandes prothèses articulaires, c'est français. La chirurgie endoscopique, c'est français. Les valves cardiaques, le TAVI, c'est français. Mais pour qu'une innovation devienne une invention, il faut trouver un applicateur et il faut trouver un industriel qui permette le développement de cette innovation. Aujourd'hui, on est dans beaucoup de difficultés avec cette problématique parce qu'il y a beaucoup de PME qui aujourd'hui travaillent avec des médecins, des radiologues, interventionnels, etc., des chirurgiens pour mettre en place des innovations, mais ils se heurtent à plusieurs problèmes. D'abord, la nouvelle réglementation de la communauté européenne, le MDR, qui va être en application le 20 mai 2020. Alors c'est nécessaire, mais c'est vrai que ça a aussi des contraintes qui freinent l'innovation. D'autre part, pour qu'une innovation a besoin d'être financée aussi à un moment donné. Et avant que ça passe le filtre de la HAS, etc., ça prend des années. Il y a aussi des forfaits innovation qui doivent être mis en place, mais au niveau de l'État, on ne voit pas bien où on va avec ce problème du financement de l'innovation. Il y a quelques structures comme la PHP ou les HTL à Lyon qui ont mis en place des forfaits innovation sur des sujets bien déterminés. Donc ma question est aujourd'hui, que faites-vous et que faut-il faire pour, un, aider les industriels et deux, faire en sorte que les idées françaises et les innovations françaises deviennent des inventions et soient au service des patients. Nous t'adressons nos félicitations pour ton élection. Merci beaucoup. À l'Académie. À l'Académie de médecine, oui. Oui, bonjour, David Cause, groupe SOS. Une question très courte en lien avec l'avant-dernière table ronde sur le lien entre santé et social. Parce que là, vous êtes naturellement venu sur un terrain très médical. Et donc, je voulais interroger sur la dynamique aussi sciences économiques et sociales, puisque on a 700 000 personnes suivies tous les jours dans des établissements de santé, mais il y a 2 300 000 personnes hébergées ou accompagnées ou suivies dans le secteur social et médico-social, du handicap, de la gérontologie, de l'enfance. Voilà. Renaud, tu as une question ? Guillaume. Merci Françoise. Oui, deux remarques, dont une rejoint celle de Myriam.
les deux sont pas du tout sur un versant polémique, mais espère vraiment vos avis très sincèrement. Et sont probablement le reflet que j'étais encore PUPH il y a un mois et que je ne le suis plus aujourd'hui, et que je garde des considérations et des inquiétudes importantes. La première, c'est que je pense que la recherche des hospitalo-universitaires, même si elle est excellente, elle sera encore plus excellente le jour où les jeunes universitaires et les futurs universitaires ne passeront pas 80% de leur temps à faire tourner les hôpitaux. Et ils auront du temps dédié pour faire leur activité de recherche. C'est du vécu très très direct. La deuxième remarque qui rejoint Myriam, le secteur privé à but lucratif et non lucratif est devenu de fait un acteur de la recherche et de la formation. Et il faut, je pense, encourager ce décloisonnement. C'est une richesse pour tout le monde. Et là aussi, on sent qu'il y a aussi des freins là-dessus. Quand on laisse traîner notamment les oreilles sur les possibles modifications des critères d'éligibilité, par exemple au point SIGAP, on a l'impression que ça risque d'un peu se durcir et de ne pas forcément favoriser les établissements privés, parfois de plus petite taille que les gros CHU. Donc ça, c'est un risque qui est important de majorer ce fonctionnement en silo. C'est juste un complément à cette question. Je me tourne vers nos éminents confrères, comme on dit, à savoir comment on va faire pour motiver et sensibiliser des jeunes, parce que si on s'adresse au monde universitaire, on sait que 50% des universitaires le sont plus une fois qu'ils sont nommés. Donc, comment on fait pour que dans les hôpitaux, l'ensemble des médecins qui y sont puissent être sensibilisés et accompagnés dans le domaine de la recherche et de l'enseignement et de l'innovation, parce qu'on en a énormément. Et ceux-là, on les néglige, on les dévalorise et on ne les accompagne pas. Merci. Merci Françoise. Oui, donc François Krabanski, je suis médecin de santé publique, et pourtant pas un grand expert en recherche. Par contre, très intéressé par l'utilité et ce qu'on en fait derrière. Il y a plein de points qui ont été abordés. Donc j'ai deux questions sur deux notions, celle de l'ambition dans la recherche et l'innovation en public, et la deuxième sur l'utilité qu'on en a et aussi la façon de se positionner. Et j'aimerais faire le parallèle justement entre ce qu'on peut voir dans le privé ou avec les grands groupes et ce qui existe dans le public. Alors peut-être de façon un petit peu schématique, mais comme je dis, je ne suis pas expert. On voit en termes d'ambition sur des grands groupes, on a Google, je crois, qui a annoncé notre objectif c'est vaincre la mort. On voit Apple qui n'a pas d'efforts sur, je ne sais pas s'ils sont affichés, mais on voit qu'il lance plein de choses sur l'innovation en santé, etc. À l'inverse, j'ai eu des expériences pour le coup dans des thèses, des masters ou des amis qui font de la recherche et qui ont des ambitions qui sont de montrer qu'une échelle qui évalue l'autonomie à telle ou telle question qui reflète mieux la situation d'une personne âgée entre 65 et 70 ans, ou encore de montrer qu'une pathologie du foie, la gravité d'une pathologie de foie peut avoir éventuellement un impact sur l'arrivée d'une fibrillation auriculaire en maladie cardiaque, ce qui est intéressant, hein, mais voilà. Bon, après, j'ai pas toutes les grandes lignes, mais c'est aussi un point de ma question sur les recherches nationales, peut-être dans le public, mais c'est voilà, sur ce niveau d'ambition, un point. Et sur le deuxième point, c'est sur l'utilité. On voit pareil les grands groupes dans le privé où parfois ils ont une petite innovation et ils vont nous le vendre ou le porter comme quelque chose d'extraordinaire qui vont changer la vie. Alors parfois c'est vrai, parfois ça l'est moins, mais en tout cas ils prennent une position forte. Et donc mes deux questions, la première sur l'ambition, c'est comment, et ça rejoint les questions de donner du sens et motiver et donner de l'attractivité dans la recherche, c'est comment montrer, avoir des projets de recherche ambitieux qui montrent des choses qui donnent envie, qui sont importantes voilà, dans la recherche notamment publique. Et derrière, comment est-ce qu'on peut inciter les personnes qui font de la recherche à prendre position? C'est-à-dire pas forcément dire des choses qui sont fausses, mais on voit par exemple dans les résultats de recherche, on a vu que, mais attention, parce qu'on avait tel biais. Alors ça c'est la réalité scientifique et il faut l'accepter, mais c'est de dire derrière, moi ayant fait cette recherche, en tant que scientifique, je pense qu'il faut aller vers ça. Je prends cette position, même au vu de ces résultats. Et donc voilà, la question ambition, et derrière, en prenant position, de l'utilité des résultats et de se dire, on prend position dans les politiques publiques
ou dans des objectifs plus opérationnels, comment est-ce qu'on peut l'utiliser en fait, on le met en pratique. Merci. Brièvement, peut-être des réponses à grouper à un certain nombre des questions, peut-être d'abord à la dernière. Oui, il y a une question de culture scientifique et de diffusion de la culture scientifique et de prise de parole des scientifiques dans le débat public pour dire ce qu'ils font. D'autant plus que c'est peut-être plus ambitieux de vouloir améliorer l'autonomie des personnes âgées entre 65 et 70 que de vaincre la mort. Donc effectivement, c'est intéressant que les travaux scientifiques soient non seulement publiés, mais aussi diffusés dans la société et alimentent des prises de position. Il me semble malgré tout que, en particulier dans le domaine de la santé, les scientifiques le font. Et je ne serais peut-être pas aussi négatif que vous ne l'apparaissiez. Il me semble notamment que les efforts de communication de l'INSERM sont tout à fait significatifs, avec des efforts en direction du grand public. La nuit des chercheurs, c'était vendredi dernier. Je ne sais pas si qui d'entre vous était à un endroit ou à un autre, mais c'est noir de monde et vous avez des gens de 7 à 77 ans massés autour des stands des laboratoires. Mais vous avez raison que cet élément-là de diffusion dans la société, il doit être important. Il doit être fait aussi avec la qualité de ce qu'est une information scientifique, parce que je crois que si nos scientifiques se mettaient à communiquer sur l'ambition de vaincre la mort, ça marcherait que 2 minutes, quoi. Enfin, ils y perdraient aussi une partie de leur crédibilité. Il faut qu'on arrive à trouver dans la communication scientifique l'équilibre entre la qualité de la communication et le sérieux du fond. Oui. Certains qui ont annoncé la fin de la mort ont peut-être perdu un peu de crédibilité. C'est pas exclu. Sur les aspects innovation, il y a un certain nombre, même un assez grand nombre de difficultés à la communication entre le secteur public de la recherche et les acteurs privés. La loi Pacte en a levé un certain nombre en permettant notamment beaucoup plus de perméabilité pour les chercheurs pour faire des allers-retours entre une situation et une autre, plus de facilité pour participer à la création de start-up. Il reste un problème dans le pays sur le scale-up de ces startups et sur le fait de passer effectivement de la preuve de concept à une diffusion à large échelle, qui est une question de politique industrielle sur laquelle il faut effectivement qu'on puisse apporter des réponses. Et puis, il y a effectivement des questions sur le financement de l'innovation, avec là aussi une situation qui est quand même pas toute noire, hein. Un pays qui dispose par exemple sur certaines innovations thérapeutiques des systèmes d'ATU qui sont des systèmes qui sont enviés dans le monde entier comme une façon d'accéder au marché pour des innovations. Ça fait tellement longtemps qu'on les a qu'on trouve ça normal, hein, mais il y a quand même beaucoup de pays qui seraient, et beaucoup d'industriels qui seraient intéressés du développement de systèmes analogues dans les autres pays. Et oui, il faut pousser les docteurs dans l'industrie. C'est pas du tout spécifique de la question de la santé, hein, c'est une question générale et c'est une question de compétitivité du pays. Et on retombe en fait sur la créativité de tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement que représentent les jeunes docteurs. Ils représentent la poche de créativité du pays. Il faut arriver à la diffuser, pas seulement dans la recherche académique, mais aussi dans l'ensemble de la société, de l'industrie à la haute fonction publique. Bon, on ne va pas pouvoir tout traiter dans le détail, mais on aurait dû prévoir 2 heures de table ronde. Pour reprendre le fil de l'innovation, bon, je crois qu'en 20 ans, la France a complètement changé en capacité de créer des startups, de commencer à les faire grossir. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vraiment des très belles sociétés. On a eu cette année une société qui a été rachetée par Pfizer, c'est Theracon, sur un traitement innovant de la chondroplasie. Ça correspond à 800 millions d'euros qui vont être payés séquentiellement sur quelques milestones. On est vraiment sur des gros deals qui commencent à se faire. On a eu cette année un collègue à l'interface hospitalo-universitaire, Jérôme Gallon, qui a eu le prix européen de l'innovation pour Immunoscore. Je pense que
tous ceux qui ont entendu parler de cancer dans la salle savent ce que c'est. Donc on a vraiment des success stories. Ce qu'il faut maintenant, c'est les multiplier, et, parce qu'on sait faire. Et ce qu'il faut, c'est que l'État, et il a commencé à le faire, essaye d'organiser les 3e, 4e tours de financement à 20, 40 millions d'euros. Et le deal flow, il va venir, parce qu'on a plein de sociétés. Et ça fait le lien avec les jeunes. Moi, je pense qu'effectivement, on a structurellement un vrai problème de matching entre le flux de bons docteurs qui sortent de chez nous, qui trouvent tout de suite un postdoc à l'étranger, et la capacité d'absorption dans notre tissu économique. La recherche publique, à moins qu'Isabelle nous annonce de très très bonnes nouvelles, elle ne pourra pas absorber 2 fois ce qu'elle absorbe aujourd'hui. On a un système de recherche qui est, à mon avis, correctement dimensionné en termes RH. Peut-être on peut faire un tout petit peu mieux, mais on ne va pas doubler. Donc ce qu'il faut, c'est recréer un tissu économique de l'industrie de santé qui est insuffisant à la taille de notre pays. Et on a la capacité de le faire dans le domaine des biothérapies, dans le domaine du diagnostic, dans le domaine des dispositifs médicaux. On a un flot d'innovation qui est majeur, et c'est là-dedans aussi qu'une bonne partie des jeunes doivent aller. Voilà, et puis juste pour finir, te laisser un peu de tangent, c'est sur le sujet du temps dédié à la recherche. Ça a été une des premières questions. C'est évident qu'un des leviers majeurs pour faire mieux, c'est que nos hospitalo-universitaires puissent être dégagés, non pas sur 10 ou 15% de leur temps après des semaines déjà de 60 ou 80 heures, mais sur des semestres entiers, sur des vrais mi-temps recherche, en levant le pied sur le soin pendant quelques temps, pour être présent dans des projets qui sont à l'interface des laboratoires qui font du moléculaire, du préclinique, et l'hôpital où il y a les vrais patients dont on a besoin, et même l'extérieur de l'hôpital, puisque nous, à l'INSERM, on va pas vaincre la mort, mais on fait la science pour la santé, et la science pour la santé de toute la population, c'est-à-dire qu'on s'adresse aussi aux gens qui ne sont pas encore malades. Et ça, c'est très important de travailler ce sujet aussi. Voilà. Donc en phase totale sur la partie innovation, je pense qu'il faut casser les cloisons qui existent encore entre le public et le privé. Et on voit qu'il y a encore, curieusement, des tentatives de recréer des cloisons imperméables entre l'industrie et l'académique. Enfin, on a vu encore récemment en matière de formation. Je pense que c'est d'un autre temps. Enfin, il faut qu'on sorte de ça. Aujourd'hui, on a besoin d'une imbibition mutuelle, en fait, parce que c'est la chance de notre pays. Donc, il faut sortir de ce débat idéologique de dire que l'industrie du médicament, l'industrie de santé, c'est le grand Satan, et que l'académique, c'est l'ange divin. En fait, voilà, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Mais ça, il n'empêche, et dans le contexte actuel du procès Servier, évidemment, il n'empêche qu'on doit, et c'est ça notre responsabilité n'est pas d'étanchéifier, on ne ferait pas notre travail, mais notre responsabilité est de créer les outils de éthique et déontologie, de transparence et de qualité du travail. Donc c'est tout, notre responsabilité, c'est celle-là, en fait. Le débat est en cours sur ce sujet, d'ailleurs. Le deuxième point que je voulais évoquer, qui n'a pas été évoqué, c'est ce que tu disais, Myriam, sur le danger de se faire prendre de vitesse par des providers privés. Clairement, la santé, il ne nous a pas échappé que le marché de la santé, il est gigantesque. Il est gigantesque. Alors c'est intéressant, j'ai discuté récemment avec Jean-François Mattei, parce que je voulais discuter un peu de ce qu'il avait dit il y a 25 ans. Il a dit beaucoup de choses déjà il y a 25 ans, mais il m'a dit un truc. Aujourd'hui, tout le monde, le frigidaire de tout citoyen en France, dans notre pays, dans les grands pays occidentaux, le frigidaire est plein. Le garage est plein, vous avez 2 voitures ou 3 voitures. Vous avez les vacances. Qu'est-ce qui vous reste comme rêve? Le seul rêve individuel que vous pouvez porter, c'est le rêve de votre santé et peut-être votre immortalité, puisque philosophiquement, depuis Gilgamesh jusqu'à aujourd'hui, c'est le fantasme des humains. Voilà, on ne sortira pas de ça. Donc, et les gens qui ont les capacités, qui ont activé le hochet de l'homme sera immortel demain, ils avaient bien compris ça, mais c'est parfois contre-productif. Donc clairement, si on veut sortir de ce risque-là, qui est le risque de la l'ubérisation de la santé ou de la marchandisation de la santé en direct,
Parce qu'ils ont bien compris. Vous allez vers le patient, ou le citoyen, d'ailleurs, même pas le patient. Vous lui dites, écoutez, pas de problème, c'est gagnant-gagnant. Moi, je vous fais votre code génétique. En pratique, ça ne sert à rien. Hein. Enfin, aujourd'hui, c'est très intéressant, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à donner des données très précieuses à ces sociétés-là. Donc, le malade va, dans un rapport de confiance gagnant-gagnant, va donner très facilement son ADN ou ses selles ou ses cellules, etc. Et qu'en fait le provider? Il va en faire quelque chose qui est de la marchandise. Donc il faut faire très attention. Et nous, académiquement, dans notre organisation, il faut qu'on les prenne de vitesse. On ne faut pas se faire déborder par le contact direct qu'ils pourraient mener et qu'ils pourraient établir avec le citoyen ou le patient. Donc à nous d'être bons, c'est tout. Hein. Enfin, à nous d'être des acteurs de cette santé moderne et d'avoir un contact direct avec les patients. C'est pas facile, mais il faut le réussir. Et dernière remarque très courte, c'est l'attractivité des carrières, parce qu'on ne peut pas ne pas être sensible. Je suis très triste que tu sois parti et que tu aies quitté le monde hospitalier universitaire, et profondément triste, mais tu n'es pas le seul, et il y en a d'autres, et il y en aura d'autres. C'est qu'on n'a pas été capable aujourd'hui de construire une attractivité qui retienne nos meilleurs éléments. C'est aussi un challenge. Et il sera d'ailleurs peut-être un des éléments de la loi de programmation de la recherche. Il faudra, sur les carrières de chercheurs, un chercheur, vous connaissez peut-être pas les chiffres, mais un gars qui rentre à l'INSERM, qui est un mec top star de la science, hein, parce que pour entrer à l'INSERM aujourd'hui, comme CR ou DR, c'est extrêmement compliqué, il émarge à 2000 €. Voilà, c'est ça, hein, Gilles. Hein, c'est plus, enfin, sociologiquement dans la compétition, ça devient compliqué. Et malheureusement pour les HU, à un degré évidemment un peu différent, mais la compétition elle est aussi de cet ordre-là. Au-delà maintenant de l'attractivité, du sens qu'on met dans. Donc il y a un énorme travail sur l'attractivité à faire, indiscutable. Oui. Puisque nous sommes là et puisque la question a été posée par David Cos, mais parce que nous sommes également dans cet établissement d'enfants handicapés, sur handicap et recherche. Je pense qu'il y a un bug dans le système, c'est que le médico-social n'est pas connecté à la santé, même dans sa gestion de la tuyauterie, puisque c'est le département, les collectivités, le département qui est en charge du médico-social, et que la santé est en charge d'autres acteurs. Donc c'est une anomalie. À mon avis, c'est une anomalie qui explique plein de choses. Donc essayons de reconnecter les choses, et la recherche viendra, mais il faut la faire. Mais là-dessus, on est en train d'établir des ponts. C'est une coïncidence. Moi, hier, je mettais en place avec Sophie Cluzel un groupement d'intérêt scientifique sur autisme et troubles du neurodéveloppement, où on travaille de façon globale sur la recherche, sur des pistes explicatives de ces maladies, sur des pistes thérapeutiques, et les associations de patients et les familles dans une approche vraiment holistique. Et je crois que c'est encore un peu expérimental, mais c'est une voie dans laquelle l'INSERM veut s'engager. Voilà, Monsieur Gilles Bloch, je confirme que vous avez une excellente direction de la communication aussi. Ça fera plaisir. Madame Delrieux, qui est avec nous. C'est pas raisonnable que l'on parle de formation et de la PACES et des trucs. Hein. Là, vraiment. Bon, on en refait. Hein. Madame, vous nous accorderez un nouvel entretien hein, sur ces sujets. Content, Jean ? Non, je parlais du match. Tu as dit finir le match. Content pour le match de rugby? Il sait que j'ai regardé le rugby avant de venir, c'est pour ça, donc je ne peux pas te mentir. Oui, la France a gagné devant les États-Unis. Eh bien. Voilà, alors, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Hein. Mes informations étaient bonnes, j'ai failli, j'ai eu peur au dernier moment que je m'étais trompé.